Je suis rentré chez moi et j'ai trouvé toutes mes affaires jetées dans le jardin. Ma belle-fille est apparue sur le perron et a dit avec un sourire aux lèvres « On a décidé de faire du tri. Ces vieilles choses prennent juste de la place. » Je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai répondu calmement « Alors moi aussi je vais faire du tri de ce qui ne me sert plus. » J'ai pris mon portable. Il était temps de montrer qui commandait vraiment ici. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne Les Conseils de Papy et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Je n'oublierai jamais ce moment, cet instant précis où ma vie s'est brisée en deux. Je venais de rentrer de Lyon. J'avais passé 8 jours à m'occuper de mon frère cadet, Sébastien, qui venait de subir une opération délicate du cœur. Je suis resté là-bas à l'hôpital, dormant sur ces chaises inconfortables, mangeant des plats froids, lui tenant la main quand il avait peur. Je suis rentré épuisé, l'âme fatiguée. Je rentrais en ayant besoin d'une étreinte, d'un café chaud, d'un mot gentil de mon fils David. Mais ce que j'ai trouvé, c'était le silence. J'ai ouvert le portail de ma maison, cette maison de 3 chambres à Montreuil, en banlieue parisienne, que j'avais achetée avec la sueur de 35 ans de travail comme chauffeur de bus à la RATP. Cette maison que j'avais peinte en jaune pâle, parce que j'avais toujours rêvé d'une maison joyeuse. Cette maison que j'avais donnée à mon fils il y a 2 ans quand il s'est marié avec Jessica, parce qu'un père veut toujours voir ses enfants installés. Et là, toutes mes affaires étaient jetées dans le jardin, comme si c'était des ordures. Mes vêtements, mes chaussures, les photos encadrées de ma défunte épouse, Françoise, la couverture au crochet que sa mère avait faite avant de mourir, les vinyles que je collectionnais depuis ma jeunesse, les livres que j'avais lus tout au long de ma vie. Tout, absolument tout empilé à côté du cerisier que j'avais moi-même planté. Je suis resté paralysé. Ma valise est tombée de ma main. « Quoi ?» ai-je murmuré, sentant l'air disparaître de mes poumons. Et puis elle est apparue. Jessica est sortie de l'intérieur de ma maison avec un sourire sur le visage. Elle portait une robe neuve, de celles qui coûtent au moins 500 €. Ses cheveux étaient fraîchement lissés, ses ongles faits, son maquillage impeccable. On aurait dit qu'elle sortait tout juste d'un salon de beauté alors que moi, je sortais d'un hôpital. « Bonjour, monsieur Michel, content que vous soyez rentré, » dit-elle de cette voix douce et fausse qu'elle utilisait toujours avec moi. « On a décidé de faire un grand ménage dans la maison. Vous savez comment c'est, ces vieilles choses prennent beaucoup de place, et bon, elles ne servent plus à rien. » Je l'ai regardée. Mes mains ont commencé à trembler. « Vieilles choses », ai-je répété lentement. « Jessica, ce sont mes affaires. Il y a les albums photos de mes enfants, mes documents personnels, les vêtements de ma défunte épouse. »« Ah oui, je sais, » répondit-elle en haussant les épaules, comme si elle chassait une mouche. « Mais on a besoin de l'espace dans votre chambre. On va la transformer en chambre de bébé. David ne vous l'a pas dit, je suis enceinte de 3 mois. J'ai senti un coup dans l'estomac. Enceinte. Et je l'apprenais comme ça, avec mes affaires jetées dans le jardin. « Jessica, je dois parler à David. » ai-je réussi à dire, bien que ma voix se brisait. « Il est au travail, monsieur Michel. Il rentre seulement vers 22 h. Mais ne vous inquiétez pas, on vous a gardé un petit coin. Venez, je vais vous montrer. » Elle m'a pris le bras, avec cette familiarité forcée qui m'irritait tant. Elle m'a emmené au fond de la maison, jusqu'au cagibi qu'on utilisait pour ranger les outils et les sacs de ciment. Elle a ouvert la porte. Voilà, on a nettoyé un peu. On a mis un lit pliant. C'est petit, mais ça fera l'affaire. Et regardez, on a besoin que vous soyez discret. D'accord ? Avec le bébé qui arrive, on ne peut pas avoir de stress ou de gens qui dérangent. J'ai regardé à l'intérieur de cette pièce. Elle ne faisait pas plus de 2 mètres sur 2. Ça sentait le moisi. La seule fenêtre donnait sur une ruelle sombre. Le lit pliant avait un matelas fin et taché. Il n'y avait aucun crochet pour suspendre des vêtements. Quelque chose en moi s'est brisé. Mais quelque chose de plus profond, quelque chose au fond de moi s'est allumé. Je l'ai regardé dans les yeux. « Jessica », ai-je dit avec un calme que je ne savais pas avoir. « Vous avez raison. Il est temps de faire du tri. Un tri profond de tout ce qui ne me sert plus. » Son sourire a vacillé une seconde.
J'ai sorti mon portable de ma poche. J'ai cherché un numéro que j'avais gardé depuis des années, Maître Dubois, mon avocat. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda Jessica, et la voix douce avait disparu. « Du tri », ai-je répondu. « Exactement ce que vous avez suggéré. » J'ai appuyé sur le bouton d'appel, j'ai entendu le téléphone sonner une fois, deux fois. Pendant que j'attendais, j'ai regardé Jessica droit dans les yeux. Pour la première fois en 2 ans, je n'ai pas détourné le regard. Parce qu'à ce moment-là, j'ai compris quelque chose. J'avais donné cette maison par amour, mais je n'avais jamais donné ma dignité. Et ils étaient sur le point de découvrir qui commandait vraiment ici. Si vous voulez savoir comment un homme qui a tout perdu a reconquis son pouvoir, restez jusqu'à la fin de cette histoire, parce que ce qui vient maintenant, personne ne s'y attend. Maître Dubois a répondu à la 3e sonnerie. « Michel, qu'est-ce qui s'est passé ?» Sa voix semblait inquiète. Il savait que j'étais allé m'occuper de mon frère. « Maître Dubois, je dois vous voir demain matin tôt. C'est urgent. » ai-je dit sans quitter Jessica des yeux. Elle avait complètement perdu ce sourire. Maintenant, elle me regardait, les yeux plissés, calculant, dangereuse. « Vous allez bien ?» demanda l'avocat. « Non, mais je vais l'être, » ai-je répondu, et j'ai raccroché. Jessica a croisé les bras. « Je ne sais pas ce que vous préparez, monsieur Michel, mais je vais vous rappeler que cette maison appartient à David, et je suis sa femme. Donc si vous voulez continuer à habiter ici, vous devrez suivre nos règles. » J'ai serré les dents. Je voulais lui crier que j'avais acheté cette maison avec la sueur de 35 ans à nettoyer des pare-brises, à écouter les insultes des passagers, à conduire 12 heures par jour, que chaque brique de ces murs portait mon sacrifice, que David n'avait que 28 ans quand je lui ai donné la maison sans demander un centime en retour. Mais je n'ai rien dit parce que j'avais appris une chose en mes 57 ans de vie. Les mots « sans pouvoir » ne sont que du bruit. Et je devais d'abord récupérer mon pouvoir. « D'accord », ai-je simplement dit. « Je vais rester dans le cagibi. » Jessica a cligné des yeux, surprise. Je pense qu'elle s'attendait à une dispute, qu'elle s'attendait à du drame, qu'elle s'attendait à ce que je pleure ou supplie. « Ah, parfait, je suis contente que vous ayez compris, » dit-elle en reprenant un peu de contenance. « Et encore une chose, il n'y a plus de place dans le frigo pour vos affaires. Donc, vous devrez acheter votre propre nourriture et la garder dans votre chambre. On ne peut pas partager la cuisine tout le temps. Le médecin a dit que je dois éviter le stress. » J'ai hoché la tête lentement. « Bien sûr, pas de problème. »« Parfait, alors bienvenue dans votre nouvel espace, » dit-elle, et elle est entrée dans la maison en roulant des hanches comme si elle venait de gagner une bataille. Je suis resté seul dans ce cagibi minuscule. J'ai fermé la porte. Et c'est seulement là, seulement à ce moment-là, que j'ai permis aux larmes de couler. J'ai pleuré pour mon frère Sébastien. J'ai pleuré pour ma défunte épouse Françoise, morte il y a 12 ans. J'ai pleuré pour l'homme que j'avais été. Fort, travailleur, fier. J'ai pleuré pour mon fils David, qui un jour m'avait embrassé et dit « Papa, tu es mon héros. » Quand tout cela avait-il changé ? Je me suis assis sur ce lit pliant qui sentait le moisi. J'ai regardé autour de moi. Les murs avaient des taches d'humidité. L'ampoule pendait à un fil pelé. Il n'y avait aucun crochet pour suspendre des vêtements. Mais alors je me suis souvenu de quelque chose. Je me suis souvenu de ma mère, Madame Irène, qui a élevé 6 enfants seuls après que mon père nous ait abandonnés. Je me suis souvenu comment elle disait « Mes enfants, un homme n'est pas fort par ce qu'il a. Il est fort par ce qu'il est capable de reconstruire quand tout lui est retiré. » J'ai séché mes larmes, j'ai pris mon portable et j'ai commencé à prendre des photos de la pièce, de mes affaires jetées dans le jardin, de tout. Parce que si la vie m'a appris quelque chose, c'est que la vérité a toujours besoin de preuves. Cette nuit-là, David est arrivé après 23 heures. J'ai entendu sa voiture se garer, j'ai entendu des voix, j'ai entendu le rire strident de Jessica. J'ai attendu. Je pensais qu'il viendrait me voir, qu'il frapperait à la porte du cagibi, qu'il demanderait comment j'allais après l'enterrement de l'oncle. Mais il n'est pas venu. À minuit, quand je n'en pouvais plus,
Je suis sorti de la pièce. J'ai marché pieds nus dans le couloir de ma maison, sentant le sol froid sous mes pieds. J'ai frappé à la porte de la chambre principale. « David !» ai-je appelé doucement. Silence. « David, fils, je dois te parler. » La porte s'est ouverte, juste une fente. Mon fils a passé la tête. Il avait des cernes profondes, plus maigres que la dernière fois que je l'avais vu. Sa chemise était froissée. « Papa, il est tard, » murmura-t-il. « Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ?» ai-je répété, sentant ma voix commencer à se briser. « David, ils ont jeté toutes mes affaires dans le jardin, ils m'ont mis dans le cagibi et tu ne m'as même pas dit que Jessica était enceinte. » Il a baissé la tête. « Papa, j'allais te le dire, mais tu étais à Lyon avec oncle Sébastien. J'ai juste pensé que ce n'était pas le moment. Et c'était le moment de jeter mes affaires comme si c'était des ordures. » Il s'est frotté les yeux. « Ce n'est pas personnel, papa. On a juste besoin de l'espace. Avec le bébé qui arrive, les choses doivent changer. » Changer ? Je l'ai regardé avec incrédulité. « David, j'ai acheté cette maison. Je te l'ai donnée parce que je pensais que tu voudrais avoir ta famille ici avec moi. Et je veux, papa. Mais Jessica, elle est stressée. La grossesse a été difficile. Le médecin a dit qu'on ne peut pas la laisser se contrarier. Et moi ? Ai-je demandé, sentant un nœud dans la gorge. Je ne compte pas ? David a soupiré. Bien sûr que tu comptes, papa. Mais tu dois comprendre. Jessica est ma famille maintenant, ma priorité. Tu as toujours dit toi-même que quand on se marie, l'épouse passe en premier. Chaque mot était comme un coup de couteau. Pas comme ça, fils, ai-je murmuré. Pas comme ça. Papa, s'il te plaît, on est fatigué. On parlera demain, d'accord ? Essaie d'être compréhensif. Et il a fermé la porte. Je suis resté dans ce couloir, tremblant. Mon fils, mon David, le garçon dont j'avais changé les couches, que j'avais appris à marcher, que j'avais serré dans mes bras à chaque cauchemar. Ce fils venait de me fermer la porte au nez. Je suis retourné au cagibi comme un fantôme, mais je n'ai plus pleuré parce que quelque chose en moi avait changé. La tristesse se transformait en autre chose. Détermination, fureur silencieuse, certitude absolue que cela ne pouvait pas rester ainsi. Je me suis assis sur ce lit pliant avec les notes de mon portable ouvertes. J'avais quelque chose que personne ne savait que j'avais. Un vieux cahier où je notais toutes les dépenses de la maison depuis que je l'avais donné à David. J'ai ouvert l'application bancaire sur mon portable, j'ai regardé le compte, j'ai commencé à passer les transactions. Il était 2 heures du matin, le cagibi était en silence complet. Le seul son était le goutte à goutte d'un robinet défectueux quelque part dans la maison. J'ai tourné les pages numériques en sentant mon cœur battre de plus en plus vite. J'ai toujours été organisé avec l'argent. Je devais l'être. Quand on grandit pauvre, on apprend que chaque euro compte. Alors quand j'ai donné la maison à David, je n'ai demandé qu'une chose. « Fils, je veux juste que tu me tiennes informé des dépenses importantes, pas pour te contrôler, mais parce que cette maison est ton patrimoine, et le patrimoine doit être soigné. » Il avait accepté. Pendant la première année, David me montrait les reçus, me racontait les réparations. On était une équipe, mais depuis qu'il s'était marié avec Jessica, tout avait changé. J'ai regardé les chiffres à nouveau, sentant le sang monter à ma tête. Au cours des 9 derniers mois, d'énormes virements avaient été faits du compte familial. 5 000 € en janvier, rénovation du salon. 7 000 € en février. Nouveaux meubles, 4 500 € en mars. Sans description. 7 800 € en avril. Voyage à Nice. 5 200 € en mai. Achat d'hiver. 6 300 € en juin. Décoration. 8 900 € en juillet. Sans description. 1 200 € en août. Layette pour bébé. J'ai fait le calcul mentalement. C'était difficile parce que mes mains tremblaient tellement que j'arrivais à peine à tenir le portable. 53 900 €. Plus de 53 000 € en 9 mois. D'où venait cet argent ? David gagnait un bon salaire comme ingénieur civil, environ 4 000 € par mois, mais après avoir payé l'électricité, l'eau, le gaz, la nourriture, il ne restait pas tant que ça. Certainement pas assez pour dépenser plus de 5 000 € par mois en extra. Alors, je me suis souvenu de quelque chose qui a glacé mon sang.
Quand j'ai donné la maison à David, je lui ai aussi laissé l'accès à un compte d'épargne que je maintenais depuis des années. C'était l'argent de mon indemnité de départ, quand j'ai pris ma retraite de la RATP, plus quelques économies que j'avais accumulées. 68 000 euros. Je lui avais dit, « Fils, c'est pour les urgences, pour que tu ne manques jamais de rien. » Les mains tremblantes, j'ai cherché dans mes applications jusqu'à trouver ce compte. Cela faisait des mois que je ne l'avais pas regardé. J'avais confiance en mon fils. J'ai ouvert le relevé. Le solde actuel était de 9 342 euros. De 68 000 euros, il restait moins de 10 000. Près de 60 000 euros avaient disparu en moins d'un an. Et je ne savais rien parce que j'étais occupé à m'occuper de mon frère malade à Lyon, parce que je faisais confiance à mon fils, parce que je n'aurais jamais pensé qu'il me ferait ça. J'ai senti le cagibi tourner. J'ai dû m'appuyer contre le mur avec des taches d'humidité. Plus de 50 000 euros disparus. Et je n'avais aucune idée parce que je m'occupais de ma famille. Mais l'argent n'était pas le pire. Le pire était de réaliser qu'il m'avait utilisé, qu'il m'avait expulsé de ma maison, qu'il m'avait humilié avec l'argent que j'avais moi-même donné. Je me suis levé du sol. Mes jambes étaient faibles, mais j'ai marché jusqu'à la fenêtre du cagibi. Dehors, dans la ruelle sombre, je pouvais voir la lumière de la cuisine de Madame Laurent, la voisine. Elle se levait toujours tôt pour faire du pain à vendre avant d'aller travailler. C'était une femme plus âgée comme moi, veuve comme moi, une personne qui avait travaillé toute sa vie pour élever ses enfants. Et à ce moment-là, j'ai eu besoin de parler à quelqu'un. J'ai enfilé un pantalon par-dessus le short que je portais pour dormir. J'ai mis des pantoufles. Je suis sorti du cagibi silencieusement et j'ai traversé les 20 mètres qui séparaient ma maison de la sienne. J'ai frappé doucement à la porte de la cuisine. « Qui est-ce » demanda la voix de Madame Laurent. « C'est moi, Madame Laurent, Michel. » La porte s'est ouverte immédiatement. Madame Laurent m'a regardé avec inquiétude. Elle savait que j'étais rentré de l'enterrement. « Michel, qu'est-ce que vous faites réveiller à cette heure ? Entrez, entrez. » Je suis entré dans sa petite cuisine chaleureuse. Ça sentait la pâte à pain, le café frais, le beurre chaud. Ça sentait le foyer, ça sentait ce que ma maison sentait autrefois. « Du café » offrit-elle, en servant déjà une tasse sans attendre de réponse. Je me suis assis à sa petite table en formica. Madame Laurent a posé le café devant moi et s'est assise en face. « Madame Laurent, » ai-je murmuré. « J'ai besoin que vous me racontiez. Vous avez vu quelque chose d'étrange dans ma maison ces derniers mois ?» Elle a poussé un profond soupir, a pris mes mains dans les siennes, rugueuses et calleuses de tant de travail. « Michel, je ne voulais rien dire parce que vous étiez à Lyon avec votre frère malade. Mais oui, j'ai vu des choses. » « Quelles choses ?» Madame Laurent a hésité, puis a parlé d'une voix plus basse, comme quelqu'un qui raconte un secret douloureux. « Votre belle-fille, Jessica, elle ne travaille pas, n'est-ce pas ?»« Non. David a dit qu'elle n'avait pas besoin de travailler, qu'il gagnait assez. »« Eh bien, Michel, mais cette fille change de voiture tous les 15 jours. Ce n'est pas la même. J'ai vu une voiture rouge, une blanche, une grise. Et les sacs qu'elle sort du coffre viennent de ces boutiques chères du centre commercial, celles qui coûtent des milliers d'euros. » J'ai senti un frisson. « Et David, je vois votre fils partir très tôt et rentrer très tard. Il est maigre, Michel, très maigre. Il a l'air fatigué. On dirait qu'il ne mange pas correctement. » Autre chose. Madame Laurent a mordu sa lèvre, puis a parlé d'une voix encore plus basse. L'autre jour, j'ai vu des hommes venir avec un camion. Ils ont emporté vos meubles, les anciens, ceux en bois travaillé qui appartenaient à votre défunte Françoise. Votre belle-fille était là, souriante, content de l'argent. La tasse de café est tombée de ma main, s'est brisée par terre. Ces meubles, ces maudites pièces de mobilier étaient l'héritage de ma belle-mère. Des meubles de plus de 70 ans. Des meubles que la grand-mère de Françoise avait apportés de Bretagne quand elle s'était installée à Paris. Des meubles qui valaient une fortune, pas pour l'argent, mais pour l'histoire. « Il y a combien de temps ?» ai-je demandé d'une voix morte. « 3 semaines, Michel, quand vous étiez à Lyon. » Je suis resté silencieux.
Madame Laurent s'est levée pour nettoyer le café renversé, mais je l'entendais à peine. Dans ma tête, les pièces du puzzle s'assemblaient, l'argent disparu, les dépenses excessives, les meubles vendus, mes vêtements jetés dans le jardin, le cagibi. Jessica ne faisait pas que m'expulser de la maison. Elle effaçait mon histoire, mes souvenirs, mon existence, et mon fils laissait faire. Je suis retourné au cagibi quand le soleil commençait à se lever. Je me suis assis sur ce lit pliant avec les relevés bancaires sur mon portable et mon cahier de notes sur les genoux, et j'ai pris une décision. S'il voulait jouer comme ça, j'allais jouer aussi, mais selon mes règles, parce qu'il ne savait pas quelque chose de très important. Il ne savait pas que la maison était toujours à mon nom. David n'avait jamais fait le transfert officiel chez le notaire. Je lui avais donné de bouche à oreille, mais légalement la maison était toujours la mienne, 100% la mienne. À 9 heures pile, je frappais à la porte du cabinet de Maître Dubois. Je m'étais lavé au robinet du jardin parce que Jessica avait fermé à clé la porte de la salle de bain principale pour que je n'utilise pas son eau chaude. J'avais enfilé mon meilleur pantalon et une chemise que j'avais réussi à trouver parmi mes affaires jetées. Parce que j'ai appris une chose au fil de ces années. Quand vous vous battez pour ce qui est à vous, vous devez avoir de la dignité. Maître Dubois m'a reçu avec une longue étreinte serrée. Michel, mon ami, je suis désolé pour votre frère. Sébastien était quelqu'un de spécial. Merci, maître. Mais je ne suis pas venu parler de ça. Je suis venu pour autre chose. Nous nous sommes assis dans son bureau rempli de livres et de diplômes. Il a servi de l'eau et a attendu patiemment que je commence. J'ai sorti mon cahier, les relevés bancaires, les photos de mes affaires dans le jardin, tout, et j'ai tout raconté. Pendant que je parlais, j'ai vu le visage de Maître Dubois se transformer, de l'inquiétude à la surprise, de la surprise à l'indignation. Quand j'ai terminé, il s'est adossé à sa chaise, se frottant le menton. « Michel, c'est grave, très grave. » « Je sais. Votre fils a un accès libre à ses comptes ? » Je lui ai donné la carte il y a des années, mais le compte est à mon nom. Il n'a qu'une carte supplémentaire. L'avocat a hoché la tête lentement, réfléchissant. « D'accord, allons-y étape par étape. D'abord, la maison. Vous avez l'acte de propriété ? » ?»« Oui, le voici. » J'ai sorti le document de mon sac. Je l'avais gardé comme un trésor. Il l'a examiné soigneusement, tournant chaque page avec une attention professionnelle. Et puis, il a souri. Ce n'était pas un sourire de joie, c'était le sourire d'un stratège. « Michel, savez-vous ce que nous avons ici ? » ?»« Quoi ? L'acte de propriété est à 100% à votre nom. David n'a jamais fait le changement officiel chez le notaire. » J'ai senti mon cœur bondir. Mais je la lui ai donné, c'était un cadeau. Oui, mais légalement, un don immobilier nécessite un acte formel chez le notaire. Vous avez donné la permission de vivre là. Vous avez donné ce qu'on appelle en droit un prêt à usage. Fondamentalement, vous avez prêté la maison, mais la maison reste la vôtre. Pour la première fois depuis des jours, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous pouvez révoquer cette permission quand vous voulez. C'est votre propriété. Juridiquement parlant, ils sont vos locataires, sans contrat, sans droit permanent. Je suis resté silencieux, assimilant cette information. « Et l'argent ?» ai-je demandé. « Les 53 000 € qui ont disparu ?» L'avocat a examiné les relevés bancaires d'un air sérieux. « Il y a quelque chose de très intéressant ici. Regardez ces virements. Beaucoup ont été faits avec signature électronique. Avez-vous autorisé ces transactions ? » Non, jamais. Et David a un accès total au compte ? Oui, parce que je lui ai donné. Je voulais qu'il ait une sécurité financière. Maître Dubois a joint ses mains sur le bureau. Michel, c'est délicat. Si David a fait ses virements sans votre autorisation expresse, cela pourrait être considéré comme de l'appropriation indue. Techniquement, c'est une fraude familiale. Les mots sont tombés comme des pierres. Fraude. Mon propre fils. Je ne veux pas l'envoyer en prison, maître, ai-je dit rapidement.
Je veux juste la justice. Je veux juste que les choses soient correctes. Et elles le seront, mais vous devez récupérer votre pouvoir de négociation. Et pour ça, nous devons faire quelques mouvements. Il a pris un bloc-notes et a commencé à écrire. Voici ce que nous allons faire. Premièrement, dès aujourd'hui, nous allons changer tous les mots de passe de vos comptes bancaires. Vous serez le seul à avoir accès. J'ai hoché la tête. Deuxièmement, nous allons faire un inventaire officiel de tout ce qui était dans cette maison quand vous l'avez donné à David, y compris ces vieux meubles qui ont été vendus. Vous allez enregistrer formellement la vente non autorisée de vos biens. Je peux faire ça? Bien sûr que vous pouvez, parce que vous n'avez jamais retiré votre nom de l'acte de propriété. Légalement, tout dans cette maison était encore à vous. J'ai senti la force revenir dans mon corps. Troisièmement, nous allons notifier formellement David qu'il doit libérer le bien dans 30 jours ou, alternativement, signer un contrat de location formel avec des clauses très claires et un paiement de loyer mensuel. Un loyer, ai-je demandé surpris, à mon propre fils? L'avocat m'a regardé avec ses yeux sages qui avaient vu 1000 cas comme le mien. Michel, votre fils vous a expulsé de votre maison, vous a mis dans un cagibi, a dépensé votre argent sans demander, a vendu vos meubles de famille comme si c'était des ordures. Vous pensez vraiment qu'il mérite de continuer à vivre là gratuitement? Il avait raison, complètement raison. Et s'il refuse, ai-je demandé, alors on commence la procédure d'expulsion. Et croyez-moi, avec les preuves que vous avez, un juge décidera en votre faveur en moins de 4 mois. J'ai regardé par la fenêtre du bureau. Dehors, Paris suivait son rythme normal. Circulation, vendeurs de rue, gens allant au travail, la vie normale. Et là, j'étais sur le point de changer complètement le cours de ma vie. « Il y a autre chose ?» demanda maître Dubois, me sortant de mes pensées. J'ai réfléchi soigneusement. « Oui. J'ai un petit appartement dans le 19e arrondissement. Je l'ai acheté avec ma femme, à l'époque où on s'est mariés. On le loue depuis des années. Combien recevez-vous de loyer? 1800 € par mois. Et où va cet argent? Sur un compte différent. Un compte que j'ai ouvert il y a des années justement pour les dépenses d'entretien de l'appartement. David ne connaît pas ce compte. Maître Dubois a souri ouvertement. Parfait. Donc vous avez un revenu propre. Ça change tout. Ça veut dire que vous pouvez vivre de façon indépendante si vous décidez de ne pas retourner dans cette maison. L'idée m'a frappé comme un éclair. Vivre seul à 57 ans, après une vie entière à m'occuper des autres. Maître Dubois, ai-je dit lentement, je ne sais pas si je peux. De Michel, m'a-t-il interrompu d'une voix ferme mais douce. Qu'est-ce que vous voulez? Vraiment, au fond de votre cœur, qu'est-ce que vous voulez? Je suis resté silencieux. Qu'est-ce que je voulais? Je voulais que mon fils me demande pardon. Je voulais qu'il me traite avec le respect que je méritais. Je voulais récupérer ma maison, mon espace, ma dignité. Mais surtout, je voulais qu'il comprenne que je n'étais pas un fardeau, pas une vieille chose à jeter, pas un encombrement. J'étais Michel Dubois, un homme qui avait travaillé 40 ans sans arrêt, un père qui avait élevé 3 enfants seul après la mort de sa femme. Un homme qui méritait du respect. Je veux la justice, ai-je dit finalement. Je veux qu'ils apprennent qu'on ne traite pas les gens comme ça, surtout pas sa propre famille. Maître Dubois a hoché la tête. Alors nous allons donner exactement ça. Mais Michel, je dois vous préparer. Ça va faire mal. Il y aura des larmes, des cris, des supplications. David va essayer de vous faire sentir coupable. Jessica va inventer des histoires. Ils vont dire que vous êtes un mauvais père, que vous êtes égoïste, que vous êtes fou. Ils le disent déjà, ai-je murmuré. Mais maintenant, ça va être pire. Parce que maintenant vous réagissez. Et quand vous réagissez, les gens montrent leur vraie nature. J'ai respiré profondément. Je suis prêt. Vous êtes sûr? J'ai pensé à ma mère, Madame Irène. J'ai pensé à comment elle avait élevé 6 enfants seule, en travaillant comme femme de ménage. J'ai pensé à comment elle n'avait jamais baissé la tête, jamais accepté le manque de respect, jamais laissé personne la piétiner. Oui, ai-je dit d'une voix ferme. Je suis prêt. Je suis sorti du cabinet de maître Dubois 3 heures plus tard.
Dans mon sac, je portais de nouveaux documents, des mots de passe changés, un plan d'action détaillé. Et plus important encore, je portais l'espoir. J'ai marché dans les rues du centre de Paris. J'ai acheté un café et un croissant dans une boulangerie. Je me suis assis sur un banc d'un square et j'ai mangé lentement, observant les gens passer. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai souri. Parce qu'ils pensaient m'avoir vaincu. Ils pensaient m'avoir brisé. Ils pensaient que j'étais un vieil homme faible qui allait baisser la tête et accepter son destin. Mais ils se trompaient, lourdement. Je n'étais pas un homme vaincu. J'étais un homme qui se préparait à la guerre, et ils n'avaient aucune idée de ce qui allait arriver. Je suis rentré à la maison vers 18 heures. Je portais 3 sacs de courses. J'avais acheté ce dont j'avais besoin pour préparer à manger dans le cagibi. Une petite plaque électrique, des assiettes jetables, une petite casserole, quelques provisions de base. S'ils voulaient que je vive comme un locataire, j'allais vivre, mais avec dignité. Quand je suis entré, j'ai entendu des voix dans le salon. Beaucoup de voix. J'ai jeté un coup d'œil prudemment. Jessica était là, tout apprêtée dans une robe rose poudrée moulante. À côté d'elle se tenaient ses parents. Monsieur Armand, un homme gros avec une moustache et un air d'importance, et Madame Claudine, une femme mince et élégante, qui me regardait toujours comme si j'étais quelque chose de collé sous sa chaussure. David était aussi là, en chemise et pantalon de costume, mal à l'aise, tirant sur son col comme s'il étouffait. « Monsieur Michel », chantonna Jessica quand elle me vit, avec cette voix douce et fausse. « Content que vous soyez arrivé, j'ai préparé un dîner, mes parents voulaient mieux comprendre notre situation. » Notre situation. Comme si c'était un problème à résoudre. « Bonsoir », ai-je salué brièvement, essayant de passer directement au cagibi. « Ah non, non, non !» Jessica s'est approchée, prenant mon bras fermement. « J'ai tout préparé. Ce serait un manque de politesse que vous ne participiez pas. En plus, nous devons parler de choses importantes. » Je n'avais pas le choix. Je me suis assis à la table de la salle à manger. Ma table, celle que j'avais achetée chez un antiquaire il y a 15 ans. Jessica a servi le dîner avec un sourire parfait. Poulet rôti, gratin dauphinois, salade. Tout avait l'air délicieux, tout sentait le foyer. Mais l'atmosphère était tendue, comme une corde de violon sur le point de casser. « Alors, monsieur Michel », commença monsieur Armand en s'essuyant la bouche avec la serviette. « Ma fille m'a dit qu'il y a eu quelques malentendus récemment. »« Malentendus » ai-je répété, pesant chaque mot. « Oui. » Eh bien, intervint madame Claudine avec cette voix tranchante. Jessica a dit que vous vous êtes senti déplacé. Mais vous devez comprendre, monsieur Michel, que les jeunes ont besoin de leur espace, surtout maintenant avec le bébé en route. J'ai serré les couverts fort. Je comprends parfaitement le besoin d'espace. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi mes affaires ont été jetées dans le jardin sans me consulter. « Ah, monsieur Michel, dépassons ça !» Jessica fit un geste dramatique de la main. Je me suis déjà excusé pour ça. C'était un défaut de communication. Un mensonge. Elle ne s'était jamais excusée. Et à propos de la chambre, continua monsieur Armand, eh bien, je pense que c'était très généreux de David et Jessica d'avoir arrangé un espace pour vous. Il y a beaucoup de gens de votre âge qui n'ont même pas ça, qui vont en maison de retraite. Des gens de mon âge, comme si j'étais un fardeau, un encombrement, une vieille chose à jeter. D'ailleurs, ajouta madame Claudine, à ce sujet, ne serait-ce pas plus confortable pour vous de penser à, eh bien, faciliter les choses pour tout le monde? Il existe des résidences très jolies avec des infirmières, des activités, des gens de votre âge. Ne serait-ce pas plus approprié? Voilà le vrai motif de ce dîner. Il voulait me convaincre d'aller en maison de retraite. J'ai regardé David. Mon fils continuait à regarder son assiette. Il ne levait même pas la tête. « David », ai-je dit d'une voix ferme, « qu'est-ce que tu en penses ?» Il a finalement levé le visage. Ses yeux étaient fatigués, vides. « Papa, je veux juste que tout le monde soit bien, qu'il y ait la paix. »« Hein, la paix ?» ai-je répété. « Tu me demandes la paix pendant que tu prévois de m'envoyer en maison de retraite ?»« Ce n'est pas une maison de retraite, papa, » murmura-t-il. « Ce sont des résidences seniors,
avec des jardins, avec... Je m'en fiche, ai-je coupé. Le silence est tombé sur la table comme une pierre tombale. Monsieur Armand s'est raclé la gorge, mal à l'aise. Monsieur Michel, je comprends que ce soit difficile pour vous, mais vous devez être réaliste. David et Jessica construisent leur famille, et vous, eh bien, vous avez accompli votre cycle. Vous avez élevé vos enfants. Maintenant, c'est leur tour de vivre leur vie. Chaque mot était une gifle, mais le pire était encore à venir. Et à propos de la question économique, continua Madame Claudine d'un ton de quelqu'un qui discute affaires. Jessica a mentionné qu'il y a eu des confusions avec les comptes bancaires. Voilà le vrai motif du dîner. Ils avaient remarqué qu'ils ne pouvaient plus retirer d'argent. Il n'y a eu aucune confusion, ai-je dit d'une voix claire. J'ai simplement changé les mots de passe de mes comptes, comme j'aurais dû le faire depuis le début. Jessica a laissé tomber ses couverts avec un bruit théâtral. « Tu vois, David, je t'avais dit que ton père agissait bizarrement. Pourquoi auriez-vous fait ça, monsieur Michel? Cet argent est pour la famille. Cet argent est le mien, ai-je répondu, sentant mon sang bouillir. L'argent que j'ai économisé pendant 40 ans, l'argent que vous avez dépensé sans ma permission, 53 000 € en 9 mois. Dans quoi avez-vous dépensé, Jessica? Son visage est devenu blanc, puis rouge, puis violet. Comment osez-vous? Comment j'ose? Je me suis levé de ma chaise. Comment j'ose demander des comptes sur mon propre argent? Demander dans quoi vous avez dépensé? Questionner pourquoi vous avez vendu les meubles de ma défunte épouse sans mon autorisation? Mais papa, s'il te plaît, David s'est aussi levé, les mains tendues. Ne fais pas ça, pas devant eux. Devant eux? Je les regardais avec incrédulité. David, ils sont venus ici pour me convaincre d'aller en maison de retraite. Et tu t'inquiètes des apparences? Monsieur Armand a frappé son poing sur la table. Monsieur, vous êtes très mal élevé. Nous sommes venus ici en famille pour trouver une solution civilisée. Civilisée? J'ai lâché un rire amer. Jeter mes affaires dans le jardin, c'est civilisé. Vendre les meubles de ma belle-mère, c'est civilisé. Me prendre 53 000 € sans demander, c'est civilisé. Cet argent était pour la maison, cria Jessica, plus aucune douceur dans la voix. Pour améliorer la maison, pour valoriser le bien. Cette maison vaut déjà beaucoup, ai-je dit, en prononçant chaque mot avec soin. Et elle est toujours à moi. Le silence fut absolu. Jessica a cligné des yeux, confuse. Quoi? Vous m'avez entendu. Cette maison est à mon nom. Nous n'avons jamais fait le transfert officiel de l'acte de propriété. David vit ici avec ma permission. Une permission que je peux révoquer quand je veux. J'ai vu la couleur disparaître du visage de Jessica. J'ai vu Monsieur Armand et Madame Claudine s'entre-regarder, paniquer. J'ai vu David s'effondrer sur sa chaise, la tête dans les mains. « Non, ce n'est pas possible, » murmura Jessica. « David m'a dit que la maison était à lui. Il a promis avant qu'on se marie. Eh bien, il vous a menti, ai-je dit froidement. Ou il n'a simplement jamais fait les papiers. Le fait est, cette maison est légalement à moi. Chaque brique, chaque fenêtre, chaque centimètre. » Jessica s'est tournée vers David comme un animal sauvage. « Dis-moi que ce n'est pas vrai, David. Dis-moi que ce vieux menteur ment. » David a levé la tête lentement. Il avait des larmes dans les yeux. « C'est vrai, » murmura-t-il. « Je n'ai jamais fini les papiers. Je pensais qu'il n'y avait pas d'urgence, que maman qu'elle ne... »« Ne quoi ?» cria Jessica. « Ne découvrirait jamais, ne réclamerait jamais? Tu m'as dit que tu avais une maison. Tu m'as promis, je me suis marié avec toi parce que tu as dit que tu avais du patrimoine. » Et voilà la vérité nue et crue. Jessica ne s'était pas mariée avec mon fils par amour. Elle s'était mariée pour la maison, pour ma maison. Madame Claudine s'est levée, indignée. « C'est inacceptable, Armand, on s'en va. Je ne vais pas rester ici à écouter ces accusations. » « Ce ne sont pas des accusations, ai-je dit calmement. Ce sont des faits, et j'ai des documents pour tout prouver. Monsieur Armand a pointé son doigt vers moi. « Vous êtes un père horrible. Un vrai père ne ferait pas ça à son propre fils. » Ces mots ont fait mal. Ils ont fait plus mal que je ne pouvais l'admettre.
Mais je n'allais pas les laisser me blesser davantage. Un vrai père enseigne à ses enfants à respecter, à valoriser, à être honnête. J'ai fait tout ça. Si David n'a pas appris, ce n'est pas ma faute, c'est la sienne. Je me suis retourné et j'ai marché vers le KGB. Derrière moi, j'ai entendu le chaos. Jessica pleurant hystériquement, Madame Claudine criant des insultes, Monsieur Armand exigeant des explications, David essayant de calmer tout le monde. J'ai fermé la porte de la pièce et me suis appuyé contre elle, tremblant. Ça avait été la confrontation la plus difficile de ma vie, mais aussi la plus nécessaire. Et ce n'était que le début. Cette nuit-là, vers 23 heures, j'ai entendu des coups violents à la porte de la pièce. « Papa, ouvre, on doit parler !» C'était David. Je n'ai pas ouvert. « Papa, s'il te plaît, Jessica est très nerveuse. Le médecin a dit qu'elle ne peut pas se stresser à cause du bébé. » Je n'ai toujours pas ouvert. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Implorer ton pardon à genoux, pleurer, dis-moi ce que tu veux et je le fais. Mais s'il te plaît, ne nous enlève pas la maison. » J'ai ouvert la porte d'un coup. David était une loque, cheveux ébouriffés, yeux rouges, chemise froissée, et pour la première fois, je n'ai ressenti aucune pitié. J'ai ressenti de la déception. « David, » ai-je dit d'une voix calme, « je vais te dire quelque chose, et je veux que tu écoutes attentivement. Je n'ai jamais voulu te prendre quoi que ce soit. J'ai donné cette maison par amour. J'ai donné mon argent par générosité. J'ai donné mon espace pour la famille. Je sais, papa, je sais. Mais tu m'as traité comme des ordures. Tu m'as humilié. Tu m'as volé. Tu m'as menti. Et quand je suis rentré détruit de l'enterrement de mon frère, tu m'as jeté dehors. C'était la faute de Jessica. Je ne savais pas. Tu savais. J'ai élevé la voix. Tu savais et tu n'as rien fait. Tu m'as fermé la porte au nez. Tu m'as dit qu'elle était ta priorité. Tu m'as dit de comprendre. David est tombé à genoux devant moi. « Pardonne-moi, » sanglota-t-il. « Oh, pardonne-moi, papa. J'ai été un lâche. J'ai été un fils horrible. Mais je t'en supplie, ne nous laisse pas dans la rue. » Je l'ai regardé là, à genoux, pleurant. Et quelque chose en moi s'est brisé. Mais pas de douleur, de clarté. Ce n'était plus mon petit garçon. C'était un homme qui avait fait des choix et qui devait vivre avec les conséquences de ses choix. « Je ne vais pas vous laisser dans la rue, » ai-je dit finalement. « Mais les choses vont changer radicalement. Ce que tu veux, papa, ce que tu veux. Demain, tu viens avec moi au cabinet de Maître Dubois et nous allons signer un contrat avec des règles claires. Oui, oui, ce que tu veux. Et Jessica va rembourser chaque centime qu'elle a dépensé de mon argent. Soit elle paie, soit tu paies, mais ça sera payé. » David a hoché la tête désespérément. « Oui, oui, ce que tu veux. Maintenant va. Je suis fatigué. » Il s'est levé lentement. Avant de partir, il m'a regardé avec des yeux de chien battu. « Tu me détestes, papa. » La question m'a pris par surprise. « Non, David, » ai-je dit avec tristesse. « Je ne te déteste pas, mais je ne te reconnais plus non plus. Le fils que j'ai élevé n'aurait jamais fait ça. » J'ai fermé la porte et, pour la première fois depuis des jours, j'ai dormi tranquille. Parce que je savais que j'avais gagné la première bataille. Mais la guerre ne faisait que commencer. Le lendemain matin, David et moi sommes allés au cabinet de l'avocat. Mais il n'est pas venu seul. Jessica est venue accrochée à son bras comme une tique. Elle portait des lunettes de soleil qui couvraient la moitié de son visage et tenait un mouchoir dans la main, prête pour le drame. Quand ils m'ont vu assis dans la salle d'attente, Jessica s'est arrêtée net. « Il va », murmura-t-elle à David, assez fort pour que j'entende. « C'est le cabinet de son avocat, Jessica », répondit David d'une voix fatiguée. Maître Dubois nous a reçus dans son bureau. Son visage était professionnel, sérieux, impénétrable. « Bonjour, monsieur Michel, monsieur David, madame Jessica. S'il vous plaît, asseyez-vous. » Nous nous sommes assis. Jessica ne cessait de regarder autour d'elle avec méfiance, comme un animal en cage cherchant une sortie. « Très bien, » commença l'avocat. « Je vous ai convoqué ici parce qu'il y a des questions légales que nous devons résoudre formellement. Première chose, clarifions la situation du bien immobilier.
Il a posé une copie de l'acte de propriété de la maison sur la table. Comme vous pouvez le voir ici, la maison située rue des Acacias, numéro 247 à Montreuil, est enregistrée à 100% au nom de Monsieur Michel Dubois. Il n'existe aucun autre propriétaire. Jessica a arraché ses lunettes. C'est impossible. David m'a dit que... Ce que David vous a dit est sans importance, l'interrompit l'avocat d'un ton sec. Les faits juridiques sont ceux-ci. Monsieur Michel est le seul propriétaire. Vous vivez là par permission verbale, ce qu'en termes juridiques nous appelons un prêt à usage. Mais je suis sa belle-fille. C'est aussi ma maison. Non, madame, aucun centimètre de cette propriété n'est à votre nom. C'est vrai ? Demanda Jessica en se tournant vers David. Mon fils a baissé la tête. Oui. Et quand tu allais me le dire ? Je pensais qu'on réglerait les papiers après le mariage, mais avec le travail et... Je me fiche de tes excuses, cria Jessica en sautant de sa chaise. Tu m'as dit que tu avais une maison, tu m'as promis. Je me suis mariée avec toi parce que tu as dit que tu avais du patrimoine. Ces mots ont fait pâlir David. Jessica, calme-toi. Pense au bébé, s'il te plaît. Le bébé ? Elle a ri sans humour. Bien sûr, le bébé qui va naître dans une maison qui n'est même pas à toi. Maître Dubois a tapé légèrement sur la table. Madame, s'il vous plaît, asseyez-vous. Nous avons encore d'autres sujets à discuter. Jessica s'est jetée de nouveau sur sa chaise, respirant fort. Deuxième question, continua l'avocat. Les retraits non autorisés des comptes bancaires de Monsieur Michel. Il a posé les relevés bancaires que je lui avais donnés sur la table. Au cours des 9 derniers mois, un total de 53 900 € a été retiré de ses comptes. Monsieur Michel n'a jamais autorisé ces transactions. Je n'ai pas pris cet argent, se défendit David immédiatement. Les virements ont été faits avec la carte qui est à votre nom, dit l'avocat. Ça vous rend légalement responsable. Mais c'est Jessica qui a utilisé la carte. Je la lui ai prêtée parce qu'elle a dit qu'elle en avait besoin. Ou de... Quoi ? Jessica l'a fixé, les yeux écarquillés. Maintenant, tu vas me rejeter la faute. C'est toi qui as acheté les nouveaux meubles, qui as organisé le voyage à Nice, qui as dépensé 6 000 € en vêtements. Parce que tu m'as dit qu'on avait l'argent, que mon père avait tout donné. J'ai dit qu'il avait prêté, pas donné en cadeau. Les voir se disputer ainsi aurait dû me donner satisfaction. Mais ça m'a seulement apporté de la tristesse. Ça suffit, ai-je dit d'une voix ferme. Les deux sont restés silencieux, immédiatement. Je me fiche de qui a dépensé l'argent. Vous êtes tous les deux responsables, et cet argent va être remboursé. Tout, jusqu'au dernier centime. Papa, on n'a pas 53 000 €, dit David désespéré. Mon salaire couvre à peine. Alors, vous paierez en mensualité avec intérêt. Le maître va élaborer un plan de paiement. Des intérêts ? Jessica a lâché un rire hystérique. Vous allez faire payer des intérêts à votre propre fils ? Je vais faire payer des intérêts à la personne qui a volé mon argent. Oui, ce n'est pas du vol. C'est l'argent de la famille. C'était mon argent de retraite, ai-je dit en sentant ma voix se briser. L'argent que j'ai gagné en nettoyant des pare-brises et en conduisant des bus pendant 40 ans. L'argent que j'allais utiliser pour mes frais médicaux quand je serai vieux. Et vous l'avez dépensé en voyage et en vêtements. Jessica a ouvert la bouche pour répondre, mais aucun mot n'est sorti. Il y a encore une chose, continua Maître Dubois. Les vieux meubles qui ont été vendus sans autorisation. Selon Monsieur Michel, c'étaient des pièces de plus de 70 ans, héritage de famille. Pour combien les avez-vous vendus ? Silence absolu. Pour combien ? Ai-je répété ? David a avalé difficilement. 2 000 €. J'ai senti le monde s'arrêter. 2 000 €, ai-je murmuré. Vous avez vendu les meubles de ma belle-mère, des pièces en acajou massif, travaillées à la main, des meubles qui valaient plus de 15 000 €. Pour 2 000 €. L'acheteur a dit qu'ils étaient très vieux, qu'ils avaient besoin de restauration, murmura David. Parce que c'était des antiquités,
J'ai explosé en me levant de ma chaise. C'est pour ça qu'il valait tant. Ces meubles étaient le dernier héritage que j'avais de ma belle-mère. Ça n'a plus d'importance, dit Jessica avec colère. C'était juste de vieux meubles. Quelque chose en moi a explosé, mais pas de tristesse, de rage. Je me suis approché de Jessica lentement. Elle s'est recroquevillée sur sa chaise, effrayée. Juste de vieux meubles, ai-je répété d'une voix dangereusement basse. Ma belle-mère a apporté ces meubles de Bretagne dans un camion de marchandises en 1962. Ma femme les a polis tous les dimanches après la messe. J'ai appris à David à lire sur cette table. Nous avons fait des dîners de famille là pendant 35 ans. Je ne savais pas, bégaya Jessica. Vous ne saviez pas parce que vous n'avez jamais demandé, parce que pour vous, tout ce qui n'est pas neuf et cher ne vaut rien. Comme moi, un vieil inutile. Un poids, un encombrement, n'est-ce pas? Non. J'ai pris mon portable et lui ai montré les photos que j'avais prises. Regardez ça. Regardez mes affaires jetées dans le jardin, mes photos, mes vêtements, les souvenirs de ma femme morte. Tout jeté comme des ordures. Jessica a regardé les photos et est devenue blanche. Je pensais que c'était des choses que vous n'utilisiez plus. Et vous les avez jetées sans me demander, sans attendre que je rentre de l'enterrement de mon frère. On avait besoin d'espace pour le bébé. Vous aviez toute la maison, ai-je crié, une maison de 3 chambres. Pourquoi aviez-vous besoin de ma chambre? Pourquoi aviez-vous besoin de m'humilier? Jessica s'est couvert le visage avec les mains et a commencé à pleurer. Mais ça ne m'a plus ému. J'avais trop vu, trop souffert. Maître Dubois, ai-je dit en me tournant vers lui, je les veux hors de ma maison. Je veux commencer la procédure d'expulsion. Non, cria David en sautant de sa chaise. Papa, s'il te plaît, on ne peut pas partir. Jessica est enceinte. On n'a nulle part où aller. Vous auriez dû y penser avant de me traiter comme vous l'avez fait. Monsieur Michel, intervint l'avocat, légalement, je peux commencer l'expulsion aujourd'hui. Ils doivent libérer le bien dans 30 jours. Ça nous laisse dans la rue, sanglota Jessica, avec un bébé en route. Quel genre de beau-père êtes-vous? Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. Quel genre de beau-père j'étais? Un qui avait tout perdu, un qui avait été trahi, un qui était fatigué d'être piétiné. Mais alors j'ai regardé Jessica, vraiment regardé, et j'ai vu une peur genuine dans ses yeux. J'ai vu une jeune femme stupide qui avait commis des erreurs terribles, mais qui était enceinte, qui allait mettre mon petit-fils au monde. J'ai soupiré profondément. Je ne vais pas vous laisser dans la rue, ai-je dit finalement. Mais voici ce qui va se passer. Vous allez signer un contrat de location formel. Vous allez payer 1 500 € par mois. Vous allez me rembourser les 53 900 € en mensualité de 900 € par mois pendant 5 ans. Et si vous manquez un seul mois, je vous expulse sans réfléchir à 2 fois. 1 500 € de loyer plus 900 de dette. Ça fait 2 400 € par mois, s'exclama David. On ne va pas pouvoir payer. Alors Jessica va devoir travailler comme le reste du monde. Je suis enceinte. J'ai travaillé jusqu'au 9e mois de grossesse avec David, à nettoyer des sols à genoux. Alors ne venez pas me donner d'excuses. Jessica m'a regardé avec une haine pure. Vous allez le regretter, siffla-t-elle. Quand votre petit-fils naîtra, vous ne le connaîtrez pas. On ne vous laissera pas l'approcher. Vous mourrez seul et amer. Les mots ont fait mal. Mais il n'allait plus me contrôler. Si c'est ma croix à porter, je la porterai, ai-je répondu. Mais je ne serai plus jamais un esclave dans ma propre maison. Maître Dubois a préparé les documents sur place. David a signé avec des mains tremblantes. Jessica a refusé de signer au début, mais David l'a forcé. Quand nous sommes sortis du cabinet, ils sont partis dans sa voiture sans dire un mot. Je suis resté sur le trottoir, respirant l'air frais du matin. J'avais gagné, mais je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais vide, détruit, parce que j'avais récupéré ma maison, mais j'avais perdu mon fils, et je ne savais pas si un jour j'allais pouvoir me pardonner pour ça. Mais l'histoire ne se termine pas là.
Parce que 4 jours plus tard, quelque chose s'est passé qui a tout changé à nouveau. Et cette fois, c'était pire que tout ce que j'avais imaginé. 4 jours après avoir signé le contrat, je me suis réveillé dans le KGB avec une douleur dans la poitrine qui n'était pas normale. Ce n'était pas de la tristesse. C'était quelque chose de physique, réel, terrifiant, une pression qui serrait comme si quelqu'un tordait mon cœur avec ses mains. J'ai essayé de sortir du lit, mais mes jambes ne répondaient pas. Je n'arrivais pas à faire entrer de l'air dans mes poumons. La pièce a commencé à tourner. « Au secours !» ai-je murmuré, mais ma voix est à peine sortie. J'ai essayé de frapper contre le mur pour que quelqu'un m'entende. 1 fois, 2 fois. À la 3e tentative, mon bras est tombé sans force. Tout est devenu noir. Je me suis réveillé dans un lit d'hôpital. Les lumières fluorescentes faisaient mal à mes yeux. Il y avait un bip constant d'une machine à côté de moi. Je sentais une aiguille dans mon bras connectée à une perfusion. Il s'est réveillé. J'ai entendu la voix d'une femme. Une infirmière s'est approchée, vérifiant ma tension et mon pouls. « Comment vous sentez-vous, monsieur Michel ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je réussi à dire d'une voix rauque. « Vous avez fait un léger infarctus. Votre voisine vous a trouvé évanoui et a appelé l'ambulance. Vous avez eu beaucoup de chance d'être en vie. » Madame Laurent, mon ange gardien. Depuis combien de temps je suis ici ? Ça fait 10 heures. On a déjà notifié votre famille. 2 de vos enfants sont arrivés il y a 1 heure. Ils sont venus de Lyon et de Strasbourg. 2 enfants. Et David ? David ? ai-je demandé. L'infirmière a hésité un instant. Votre fils David a été notifié il y a 8 heures. Il n'est pas venu. Ces mots ont fait plus mal que l'infarctus. Mon fils, qui vivait à 20 minutes de l'hôpital, n'était pas venu. Mais mes autres enfants, Marine et Georges, qui vivaient à des centaines de kilomètres, avaient tout laissé tomber pour venir. « Je veux les voir, ai-je dit. « Bien sûr. Juste quelques minutes, d'accord ? Le médecin a dit que vous devez éviter les émotions fortes. » L'infirmière est sortie et quelques secondes plus tard, ils sont entrés comme des ouragans. Marine, ma fille du milieu, 39 ans, avocate, toujours si sérieuse et organisée. Mais maintenant ses yeux étaient rouges et gonflés d'avoir pleuré. Georges, mon fils cadet, 36 ans, ingénieur comme David, mais avec un cœur complètement différent. Ses cheveux étaient en désordre et sa chemise mal boutonnée, comme s'il s'était habillé à la hâte. « Papa !» Marine a couru vers moi et m'a serré dans ses bras prudemment, comme si j'étais fait de verre. Dieu merci, on a cru qu'on allait te perdre. Georges a pris ma main libre et l'a serré fort. Quelle peur, papa. Madame Laurent a appelé en pleurant, disant qu'elle t'avait trouvé évanoui par terre. Je ne voulais pas vous inquiéter, ai-je murmuré. Nous inquiéter ? Marine a essuyé ses larmes avec colère. Tu as failli mourir, papa. Le médecin a dit que c'était un miracle que Madame Laurent t'ait trouvé quand elle l'a fait. 10 minutes de plus, et tu... Elle n'a pas fini sa phrase. Elle n'avait pas besoin. « Mais on ne comprend pas, » dit Georges en s'asseyant sur le bord du lit. Le médecin a dit que c'était causé par un stress extrême. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tant de stress? J'ai regardé mes 2 enfants, si différents de David à tant d'égards, et j'ai tout raconté. J'ai raconté mon retour de l'enterrement, mes affaires dans le jardin, le KGB, Jessica, l'argent disparu, les meubles vendus, tout. Pendant que je parlais, je voyais les expressions de mes enfants changer. De l'inquiétude à l'incrédulité, de l'incrédulité à l'horreur, de l'horreur à une rage absolue. « Quoi ?» cria Marine en sautant de sa chaise. « David a fait quoi? Je vais le tuer. Je vais là-bas maintenant. » Georges s'est levé aussi. « Non, Georges, j'ai essayé de l'arrêter avec le peu de force que j'avais. C'est déjà réglé. On a signé un contrat avec Maître Dubois. »« Maître Dubois est au courant ?» demanda Marine. « Oui, il m'aide. » Marine a pris son portable immédiatement. « Je vais appeler David maintenant. » Attends, j'ai essayé de l'arrêter, mais elle composait déjà le numéro. On a attendu. 1 sonnerie, 2, 3 sonneries. Messagerie vocale. Marine a rappelé. Encore la messagerie. Il rejette mes appels, dit-elle d'une voix dangereuse. Ce lâche maudit rejette mes appels. Georges a essayé aussi,
Même résultat. Papa, dit Marine en rangeant son portable avec des gestes brusques. Quand tu sortiras d'ici, tu viens avec moi à Lyon. Je ne peux pas. Si, tu peux, et tu vas le faire. Je ne vais pas te laisser continuer à vivre dans ces conditions. Je ne suis plus dans le KGB. J'ai loué un petit appartement avec l'argent du loyer de l'immeuble dans le 19e. Quel immeuble? Demanda Georges, confus. Un que j'ai hérité de votre mère. On le loue depuis des années. Vous ne saviez pas parce que j'ai toujours gardé cet argent pour les urgences. Mes enfants se sont entre-regardés. Papa, dit Georges lentement, combien de secrets as-tu encore? Ce ne sont pas des secrets, ce sont des précautions. Tu apprends à te protéger quand tu deviens veuf. Marine s'est assise à côté de moi à nouveau, prenant ma main dans les deux siennes. Papa, écoute attentivement. David n'a pas le droit de te traiter comme ça. Je me fiche qu'il soit mon frère. Ce qu'il a fait est impardonnable. Il est marié. Il doit choisir sa femme. De choisir sa femme ne veut pas dire humilier son père, explosa Georges. Je suis marié, papa. J'ai 3 enfants. Et Patricia ne me demanderait jamais de te traiter comme ça. Jamais. Et si elle le faisait, continua-t-il sans hésiter, alors elle ne serait pas la femme avec qui je veux rester. Une bonne épouse ne te fait pas choisir entre elle et ta famille. Une bonne épouse intègre, elle ne désintègre pas. Ces mots m'ont fait pleurer, parce que Georges avait raison. Une bonne compagne ne te force pas à abandonner les tiens. Un papa, dit Marine d'une voix ferme, tu dois comprendre quelque chose, tu nous as tout donné. Tu as travaillé jusqu'à l'épuisement pour qu'on puisse étudier. Tu as payé nos études, tu nous as aidés quand on en avait besoin. Maintenant, c'est notre tour de prendre soin de toi. Je ne veux pas être un fardeau. « Oh, tu n'es pas un fardeau !» cria Marine. « Tu es notre père, et le fait que tu penses pouvoir être un fardeau me brise le cœur. » Georges s'est approché et nous a embrassés tous les deux. « Papa, quand tu sortiras d'ici, on va tout arranger. Je vais parler personnellement avec David, et s'il ne change pas, s'il ne s'excuse pas à genoux, alors je vais le renier comme frère aussi. Je ne veux pas que vous vous disputiez à cause de moi. Ce n'est pas à cause de toi, papa. C'est une question de ce qui est juste et ce qui est mal, et ce que David a fait est mal. » À ce moment-là, le médecin est entré, un homme plus âgé, avec des lunettes et une expression sérieuse. « Famille Dubois, je dois parler de l'état de Monsieur Michel. » Nous sommes tous devenus tendus. L'infarctus léger a été causé par un stress aigu et prolongé. La tension artérielle de votre père était à des niveaux dangereux. Si nous ne faisons pas de changement drastique dans son mode de vie, le prochain ne sera pas léger. Ce sera un infarctus fulminant et probablement fatal. Les mots sont tombés comme des pierres. « De quoi a-t-il besoin ?» demanda Marine immédiatement. Premièrement, éliminer complètement les sources de stress. Deuxièmement, médication quotidienne pour contrôler la tension. Troisièmement, thérapie psychologique, parce que les dommages ne sont pas seulement physiques, ils sont aussi émotionnels. Et quatrièmement, un vrai réseau de soutien. Une famille qui prend soin de lui, pas qui le détruit. Georges et Marine ont hoché la tête. Il aura tout ça, dit Georges. Vous avez ma parole. Le médecin m'a regardé directement. Monsieur Michel, qu'est-ce qui vous cause le plus de stress en ce moment? La question m'a pris par surprise. J'ai pensé à David, à Jessica, au KGB, aux meubles vendus, à l'humiliation. Mon fils aîné, ai-je dit finalement, et la situation avec lui. Alors, par prescription médicale, je recommande que vous coupiez temporairement le contact avec cette situation, au moins pendant 3 mois. Vous devez guérir, et vous ne pouvez pas guérir si vous continuez à être blessé. Ces mots ont été comme une libération. Un médecin me donnait la permission de m'éloigner, de prendre soin de moi, de mettre des limites, sans culpabilité. « Je vais le faire », ai-je dit. Marine a serré ma main. « Et on sera avec toi à chaque étape du chemin. » Je suis sorti de l'hôpital 3 jours plus tard. Marine est restée avec moi dans un hôtel proche. Georges a dû retourner à Strasbourg à cause du travail, mais il appelait 4 fois par jour. David n'est jamais venu. Pas un appel, pas un message, rien. Mais je n'attendais plus rien de lui.
Parce que j'avais découvert quelque chose d'important dans ce lit d'hôpital. J'avais cherché l'amour au mauvais endroit. David avait montré qui il était. Et je devais l'accepter. Mais Marine et Georges m'avaient montré que je n'étais pas seul, que j'avais encore une famille, une vraie famille. Une semaine plus tard, j'étais assis dans le petit appartement que j'avais loué avec l'argent du loyer. C'était un endroit modeste, une chambre, une petite cuisine, une salle de bain complète. Mais c'était à moi. Propre, rangé, tranquille. Marine m'a aidé à décorer, on a acheté des plantes, de nouveaux rideaux, un fauteuil à bascule confortable pour lire, et pour la première fois depuis des mois, je me suis senti chez moi. Je prenais un café à la petite table près de la fenêtre quand mon portable a sonné. Un numéro inconnu. J'ai hésité avant de répondre. « Allô ? Monsieur Michel, c'est Maître Dubois. »« Maître Dubois, bonjour. J'ai des nouvelles. David vient de faire le premier paiement. 2400 €, 1500 de loyer et 900 de la dette. Je suis resté silencieux assimilant l'information. Vraiment ? Oui, et il y a plus. Votre belle-fille, Jessica, a trouvé un emploi. Vendeuse dans un grand magasin au rayon parfumerie. Je ne pouvais pas éviter un petit sourire. Jessica, qui n'avait jamais travaillé un jour de sa vie, vendait maintenant du parfum. La vie a des façons étranges d'enseigner des leçons. Merci de m'avoir prévenu, Maître Dubois. Il y a encore une chose, Michel. David a appelé le cabinet. Il a demandé de vos nouvelles. Il a dit qu'il doit vous parler. Je ne suis pas prêt pour ça, ai-je dit immédiatement. Je comprends. Je voulais juste que vous le sachiez. J'ai raccroché et je suis resté à regarder par la fenêtre. Dehors, la vie continuait. Des gens marchant, des enfants jouant, des vendeurs ambulants criant leurs marchandises. Et là, j'étais, vivant, respirant, guérissant. J'avais perdu beaucoup. Mais j'avais aussi gagné quelque chose d'inestimable. J'avais récupéré ma dignité. Et personne n'allait plus jamais me l'enlever. Mais David n'allait pas abandonner si facilement. Et ce qu'il a fait ensuite m'a forcé à prendre la décision la plus difficile de ma vie. 3 semaines après ma sortie de l'hôpital, j'arrosais les plantes sur mon petit balcon quand j'ai entendu des coups à la porte. Fort, désespéré, insistant. « Papa, papa, s'il te plaît, je sais que tu es là. » C'était David. J'ai gelé, l'arrosoir encore dans ma main. « Papa, on doit parler, s'il te plaît, c'est important. » Je ne voulais pas ouvrir. Le médecin m'avait dit d'éviter le stress. Marine m'avait fait promettre que je ne verrais pas David avant d'être plus fort. Mais c'était mon fils. Et même s'il m'avait blessé, c'était toujours mon fils. J'ai ouvert la porte juste une fente. David était détruit. Il avait perdu au moins 15 kilos. Il avait des cernes profondes et sombres. Ses vêtements pendaient sur son corps comme s'ils étaient 2 tailles trop grandes. Il ressemblait à un fantôme de lui-même. « Qu'est-ce que tu veux, David ?» ai-je demandé d'une voix neutre. « Je dois te parler, s'il te plaît. 5 minutes. » Le médecin m'a interdit les situations stressantes. « Je sais. Madame Laurent m'a raconté, papa, je ne savais pas que tu étais si malade. Si j'avais su... Tu as été notifié 8 heures avant tes frères et sœurs, et tu n'es pas venu. » Ces mots l'ont frappé comme une gifle. J'ai vu ses yeux se remplir de larmes. Jessica ne m'a pas laissé. Elle a dit que c'était une manipulation de ta part, que tu voulais jouer la victime. Je l'ai cru. Et quand j'ai réalisé mon erreur, tu étais déjà sorti de l'hôpital et je ne savais pas où tu étais. Marine et Georges m'ont trouvé sans problème, parce qu'ils sont de meilleurs enfants que moi, dit-il d'une voix brisée. Papa, s'il te plaît, laisse-moi juste entrer 5 minutes, je dois te dire quelque chose d'important. Contre mon bon sens, j'ai ouvert la porte. David est entré et a regardé autour de l'appartement. J'ai vu la honte sur son visage, la douleur, le regret. « C'est joli, » dit-il doucement. « Petit, mais chaleureux. C'est ce que je peux payer avec le loyer de l'immeuble de ta mère. » Il s'est assis sur le canapé prudemment, comme s'il avait peur de casser quelque chose. « Papa, je suis venu te dire que tu avais raison sur tout. » Je l'ai regardé avec méfiance. « Jessica me détruit, » continua-t-il. « Depuis qu'on a signé le contrat et qu'elle a dû travailler, elle est devenue insupportable. Elle se plaint tout le temps. Elle dit que tout est de ma faute, que j'ai promis une vie et que je lui en ai donné une autre.
Et tu as promis, n'est-ce pas, ai-je dit sans émotion. Tu as promis une maison qui n'était pas à toi. Je sais. Il a mis son visage dans ses mains. Je sais, et c'était mon erreur, une énorme erreur. Mais papa, je suis piégé. Il y a un bébé qui arrive. Je ne peux pas divorcer maintenant. Tu es venu pour ça? Pour pleurer sur tes problèmes conjugaux? Non, il a respiré profondément. Je suis venu te demander pardon. À genoux, s'il le faut, pour tout. Pour avoir jeté tes affaires, pour le cagibi, pour l'argent, pour les meubles de grand-mère, pour t'avoir fermé la porte au nez, pour ne pas être venu à l'hôpital, pour être le pire fils du monde. Des larmes coulaient sur son visage. Et je n'ai rien ressenti. C'était la partie la plus terrifiante. Mon propre fils pleurait devant moi, et je n'avais pas envie de le réconforter. « David, ai-je dit lentement, Jessica sait que tu es ici ?» Il a secoué la tête. Je suis sorti en cachette pendant qu'elle était au travail. Si elle découvre, elle va devenir folle. Pourquoi? Parce qu'elle est encore en colère contre toi. Elle dit que tu as ruiné nos vies, que tu nous as tout pris. J'ai lâché un rire amer. Je ne vous ai rien pris. J'ai mis des limites. Il y a une différence. Je sais, papa. Je sais. Mais elle ne le voit pas comme ça. Et toi, comment tu le vois? David a levé la tête vers moi. Je vois que j'ai perdu mon père à cause d'une femme qui ne me respecte même pas, qui me crie dessus, qui me reproche tout, qui menace d'emmener mon fils si je ne fais pas ce qu'elle veut. Alors divorce, ai-je dit simplement. Je ne peux pas. On attend un bébé. David, je suis devenu veuf quand ta mère était enceinte de 8 mois de Georges. J'ai dû continuer seul. Si tu travailles, tu peux subvenir aux besoins de ton enfant avec ou sans Jessica. Mais rien. Soit tu restes avec elle et tu acceptes les conséquences, soit tu te sépares et tu construis une nouvelle vie. Mais tu ne peux pas continuer comme ça, à te détruire. Et tu ne peux pas venir ici en espérant que je règle ta vie. David est resté silencieux pendant un long moment. « Tu ne m'aimes plus, papa ?» demanda-t-il d'une voix de petit enfant. Cette question m'a brisé le cœur. Je t'aimerai toujours, David. Tu es mon fils. Je t'ai porté dans mes bras, je t'ai élevé, je t'ai appris à marcher, à parler, à lire. Mais je n'ai plus confiance en toi, et je ne sais pas si un jour je pourrai à nouveau. « Qu'est-ce que je dois faire ?» supplia-t-il. « Dis-moi quoi faire pour récupérer ta confiance. Grandir ?» ai-je dit simplement. Arrêter d'être un enfant qui attend que papa règle tout. Prendre des décisions en tant qu'adulte. Défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile. Et si je fais ça, si je change, tu me pardonnes. Je ne sais pas, David. Honnêtement, je ne sais pas. Il s'est levé lentement du canapé. Il avait l'air plus vieux qu'il ne l'était. Fatigué, vaincu. Alors tout ce que je peux faire, c'est montrer par mes actes, dit-il sans plus de mots. Il a marché jusqu'à la porte. Avant de sortir, il s'est retourné une dernière fois. Quand le bébé naîtra, tu viendrais le connaître? La question m'a pris au dépourvu. Si tu m'invites vraiment, si tu me traites avec respect, si Jessica accepte ma présence sans drame, alors oui, je viendrai. Merci, papa. Et il est parti. Je suis resté au milieu de l'appartement, tremblant. Marine avait raison. Le voir avait été stressant, mais aussi nécessaire. Parce que David devait entendre la vérité, et je devais la dire. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je repassais la conversation dans ma tête. Les mots de David, son visage dévasté. Avais-je été trop dur, trop froid? Ou est-ce que je protégeais simplement mon cœur de plus de douleur? À 2 heures du matin, mon portable a sonné. C'était Marine. « Papa, tu es réveillé ?»« Oui, ma fille. Qu'est-ce qu'il y a ?» Je viens de recevoir un appel très étrange d'une femme qui prétend être la mère de Jessica. Mon sang s'est glacé. Madame Claudine, qu'est-ce qu'elle voulait? Elle veut te rencontrer. Elle dit que c'est urgent, qu'elle a des informations que tu dois savoir sur Jessica et David. Des informations? Quel genre d'informations? Elle n'a pas voulu dire au téléphone, seulement que c'est sérieux et que ça peut tout changer.
Mon esprit a commencé à tourner. Pourquoi la mère de Jessica voudrait me parler après m'avoir traité comme elle l'avait fait lors de ce dîner horrible? « Qu'est-ce que tu en penses ?» ai-je demandé à Marine. « Je pense que tu devrais écouter, mais pas seule. J'arrive demain après-midi. » Ma fille, toujours me protégeant. « Merci, Marine. »« C'est pour ça qu'on est là, papa. Personne ne va te faire de mal à nouveau. Pas tant que je respirerai. » Le lendemain, Marine et moi avons rencontré Madame Claudine dans un café du centre. Elle est arrivée ponctuellement, mais elle était différente de la femme arrogante et élégante que je connaissais. Ses cheveux étaient décoiffés. Elle avait des cernes profondes. Ses mains tremblaient en tenant son sac. « Merci d'être venue, dit-elle d'une voix brisée. « Qu'est-ce que vous voulez, Madame Claudine ?» demanda Marine d'un ton professionnel et froid. Madame Claudine a sorti une enveloppe de son sac. Elle l'a posée sur la table. « Vous devez connaître la vérité sur ma fille, sur ce qu'elle est vraiment. » J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait des documents, beaucoup de documents, des relevés de cartes de crédit que je n'avais jamais vus, tous au nom de Jessica, tous avec d'énormes dettes. 32 000 €, ai-je lu à voix haute, sentant ma bouche se dessécher. De dettes de cartes de crédit, comment est-ce possible? Les yeux de Madame Claudine étaient rouges. Elle avait l'air d'avoir vieilli de plusieurs années depuis la dernière fois que je l'avais vue. Ma fille est accro aux achats. Acheteuse compulsive. Elle est comme ça depuis ses 22 ans. Moi et son père avons déjà payé ses dettes 5 fois. 5 fois? Marine a pris les documents et les a examinés avec un œil d'avocate. Ces cartes ont été faites il y a 4 ans, bien avant qu'elle ne se marie avec David. Exactement, hocha Madame Claudine. Jessica a rencontré David sur une application de rencontre. Quand elle a découvert qu'il avait une maison, eh bien, elle a vu l'opportunité parfaite. Attendez, ai-je interrompu, sentant la nausée. Vous êtes en train de dire que votre belle-fille s'est mariée avec mon fils par intérêt? Pas seulement ça. Elle a sorti plus de papiers de l'enveloppe, des rapports médicaux, des ordonnances, des messages imprimés. Jessica ne peut pas avoir d'enfant. Elle a un problème à l'utérus depuis l'âge de 18 ans. On le sait depuis ce moment-là. Les médecins ont été clairs. Une grossesse naturelle est impossible. Marine et moi nous sommes entreregardés, horrifiés. « Quoi ?» ai-je murmuré. « Mais elle est enceinte. On l'a vue au dîner. Le médecin a été mentionné. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas se stresser. »« Elle ment, » dit Madame Claudine d'une voix brisée. « Il n'y a pas de grossesse. Il n'y en a jamais eu. » Elle m'a tendu son portable. C'étaient des conversations WhatsApp entre elle et Jessica. « Jessica, maman, j'ai dit à David que je suis enceinte. Il était si content. » Madame Claudine, « Jessica, tu ne peux pas faire ça. Quand il découvrira que tu as menti. » Jessica, « Il ne découvrira pas. Je dirai que j'ai fait une fausse couche dans quelques mois. Mais d'ici là, je serai bien installée dans la maison. » Madame Claudine, « C'est mal, très mal. » Jessica, « Tu ne me soutiens jamais, toujours à critiquer. C'est pour ça que je suis dans cette situation. J'ai besoin de cette maison, maman. J'ai besoin de sortir des dettes où ils vont me poursuivre. J'ai senti comme si je ne pouvais plus respirer. David ne sait rien de tout ça? Rien. Jessica est très douée pour mentir. Elle a toujours été. Elle a acheté des vêtements de grossesse. Elle recherche des symptômes de grossesse sur Internet pour feindre des nausées. Elle a même acheté des tests de grossesse positifs sur Internet pour montrer des photos. « Pourquoi nous racontez-vous ça ?» ai-je demandé. « Vous êtes sa mère. Pourquoi trahir votre propre fille ?» Madame Claudine a mis son visage dans ses mains et a commencé à pleurer. « Parce que je n'en peux plus. Je ne peux plus continuer à la voir détruire des vies. Elle a trompé 3 hommes avant David. Toujours la même histoire. Ils tombent amoureux. Elle invente des grossesses. Elle obtient de l'argent. Et quand elle ne peut plus maintenir le mensonge, elle disparaît. » Mon Dieu, ai-je murmuré, mais cette fois, c'était différent. Cette fois, elle a trouvé quelqu'un qui avait une maison et a décidé de rester.
Et quand vous êtes apparu comme un obstacle, je l'ai vu faire des choses horribles. Jeter vos affaires, vendre vos meubles, vous humilier. Et je n'ai rien dit. Pourquoi pas? Demanda Marine d'une voix dure. J'avais peur, pleura Madame Claudine. Ma fille peut être dangereuse. Elle manipule, ment, menace. Elle a dit que si je racontais quoi que ce soit à David, elle me couperait de sa vie pour toujours. Et c'est ma seule fille. Mon seul bébé. Mais ce n'est plus un bébé, ai-je dit d'une voix ferme. C'est une femme adulte qui commet une fraude. Et vous êtes complice en restant silencieuse. Madame Claudine a hoché la tête à travers ses larmes. Je sais. C'est pour ça que je suis ici. Parce que hier, Jessica est venue me demander plus d'argent, 7 000 €. Elle dit qu'elle doit faire de faux examens de grossesse pour continuer à tromper David. Et je ne peux plus continuer avec ça. Je ne peux pas. Marine a pris tous les documents et les a rangés soigneusement. Je vais avoir besoin de copies certifiées de tout ça, et j'ai besoin que vous soyez disposés à témoigner si nécessaire. Ce qui sera nécessaire, dit Madame Claudine. Je veux juste que ça se termine avant que ma fille ne ruine plus de vie. Où est votre mari dans tout ça? Ai-je demandé. Armand ne sait rien. Il pense que Jessica s'est enfin rangée. S'il découvrait ça, je ne sais pas ce qu'il ferait. Il est si fier d'elle. Eh bien, il va devoir le découvrir, dit Marine. Parce que c'est sérieux, très sérieux. Je suis resté à regarder les documents sur la table. Mon fils, mon pauvre David, trompé, manipulé, détruit par une femme qui ne l'avait jamais aimé, qui n'avait vu en lui qu'une opportunité. Je dois le dire à David, ai-je dit. David doit connaître la vérité. Tu es sûr, papa? Demanda Marine. Ça va le détruire. Il est déjà détruit, mais au moins s'il connaît la vérité, il pourra commencer à reconstruire sur une base réelle, pas sur des mensonges. Madame Claudine a pris mes mains. Merci. Merci d'être plus mère que je ne le suis, de protéger votre fils même quand il ne vous a pas protégé. Ces mots m'ont blessé parce qu'ils étaient vrais. J'étais encore un père. Malgré tout, cet après-midi-là, j'ai composé le numéro de David. Il a répondu à la deuxième sonnerie. « Papa ?»« David, je dois te voir à mon appartement. Maintenant, c'est urgent. Tout va bien? Il s'est passé quelque chose? Je vais bien, mais on doit parler. Amène Jessica avec toi. »« Jessica? Mais papa? »« David, ai-je dit d'une voix ferme. Soit vous venez tous les deux dans 1 heure, soit je viens chez vous. Et crois-moi, tu ne veux pas que cette conversation ait lieu chez toi. D'accord, on vient. » J'ai raccroché et j'ai regardé Marine. « Tu es prête ?» demanda-t-elle. « Non, mais on doit le faire. » 45 minutes plus tard, on a frappé à la porte. J'ai ouvert. David était là, nerveux, tirant sur le col de sa chemise. À côté de lui, Jessica avec un air contrarié et des vêtements de grossesse moulants. « J'espère que c'est important, monsieur Michel, » dit Jessica d'un ton ennuyé. J'ai dû demander une pause au travail. « Entrez, » ai-je dit simplement. Ils sont entrés, se sont assis sur le canapé. Marine est restée à côté de moi, un dossier dans les mains. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda David. « Pourquoi Marine est là ?»« Parce que ce que je vais te dire est très sérieux, et tu as besoin de soutien familial. » J'ai vu le visage de Jessica changer d'ennuyé à alerte. « Sérieux ?» demanda-t-elle d'une voix aiguë. « De quoi parlez-vous ?»« Je parle de mensonges, » ai-je dit en la regardant directement. « De fraude, de manipulation. Je ne sais pas de quoi. Votre mère est venue me voir, » ai-je interrompu, et elle a tout raconté. J'ai vu la couleur disparaître du visage de Jessica. « Ma mère? Qu'est-ce qu'elle a dit ?» Marine a ouvert le dossier et a commencé à sortir des documents. Elle a dit que vous n'êtes pas enceinte, que vous ne l'avez jamais été, que vous avez une condition médicale qui empêche d'avoir des enfants, et que vous avez menti à David pour rester dans la maison. Le silence fut assourdissant. David s'est levé lentement du canapé. « Quoi ?» Sa voix est sortie comme un murmure. « Qu'est-ce que tu as dit ?»« Elle ment !» cria Jessica. « Ma mère est folle, elle invente des choses parce qu'elle est jalouse que je sois heureuse. »« Voici les rapports médicaux, » dit Marine en les montrant, « certifiés, avec votre nom complet.
Diagnostic: utérus bicorne avec adhérence grave, impossibilité de grossesse naturelle. Ceux-là sont vieux. D'il y a des années, je me suis amélioré. La date est d'il y a 7 mois, dit Marine froidement. Quand vous étiez déjà marié avec David, et voici la conversation avec votre mère où vous admettez que vous mentez sur la grossesse. Elle a montré le portable avec les messages. David l'a pris avec des mains tremblantes. Il a lu 1 fois, 2, 3 fois, et puis il s'est effondré sur le canapé, la tête dans les mains. « Non, murmura-t-il, ce n'est pas possible. »« David, mon amour, écoute-moi. » Jessica s'est agenouillée devant lui. « Je suis enceinte, je le jure. Ces documents sont faux. Ta mère les a forgés pour nous séparer. »« Alors pourquoi votre propre mère m'a donné ces informations ?» ai-je demandé. « Parce qu'elle me déteste. Elle m'a toujours détesté. »« Jessica, » dit David d'une voix morte en levant la tête, « montre-moi des examens de grossesse récents, d'un vrai médecin, avec ton nom. » Jessica a ouvert la bouche, l'a fermée, l'a rouverte. « Je les ai à la maison. »« Menteuse, » dit Marine. « Votre mère nous a aussi raconté que vous achetez des tests de grossesse positifs sur Internet, que tout était une mise en scène depuis le début. Je ne suis pas... je suis enceinte. »« Alors allons à l'hôpital maintenant, » dit David en se levant. « Maintenant même. Et tu vas faire une échographie devant moi. »« Non, je ne vais pas... Les urgences sont ouvertes 24 heures sur 24, » dit Marine. « Allons-y maintenant. »« Non, je n'ai pas à prouver quoi que ce soit. » Et voilà l'aveu sans mots. David l'a regardé, les yeux remplis de larmes. « Dis-moi la vérité, » dit-il d'une voix brisée. « S'il te plaît, dis-moi juste la vérité. » Jessica est restée silencieuse pendant un long moment. Et puis, lentement, elle a commencé à pleurer. « Je ne suis pas enceinte, » murmura-t-elle. « Je ne l'ai jamais été. » Le cri de douleur qui est sorti de David a déchiré mon âme. Il a mis ses mains sur sa tête, tirant ses cheveux, marchant en cercle comme un animal en cage. « Pourquoi » cria-t-il. « Pourquoi tu m'as fait ça ? » « Parce que j'avais besoin de la maison, parce que j'ai des dettes, parce que j'étais désespéré. » Et moi ? David pleurait incontrôlablement. Je ne comptais pas. Mes sentiments ? Ma vie ? Ça allait s'arranger. J'allais dire que j'avais fait une fausse couche dans quelques mois et voilà, personne n'aurait été blessé. Tu m'as détruit, sanglotait David. J'ai laissé tomber mon père, je l'ai laissé m'humilier, j'ai dépensé tout mon argent, et tout pour un mensonge. Jessica a essayé de s'approcher de lui, mais David a reculé comme si elle était du poison. Ne me touche pas, plus jamais. David, s'il te plaît. Sors d'ici, rugit-il, sors d'ici, je ne veux plus jamais te voir. Jessica m'a regardé avec une haine pure. C'est de votre faute, siffla-t-elle. Vous avez tout gâché. On aurait pu être heureux. Le bonheur construit sur des mensonges n'est pas du bonheur, ai-je dit calmement. Ce n'est qu'une illusion qui attend de s'effondrer. Jessica a pris son sac et est sortie de l'appartement en claquant la porte. David s'est effondré par terre, pleurant comme un petit enfant. Je me suis approché lentement, me suis assis par terre à côté de lui, et pour la première fois depuis des mois, je l'ai serré dans mes bras, mon fils, mon pauvre fils brisé. Pardon, papa, tellement pardon. Je l'ai bercé doucement. C'est fini maintenant, c'est fini, tu vas t'en sortir. Tu pourras me pardonner un jour ? Je t'ai déjà pardonné, fils, ai-je dit en sentant mes propres larmes couler, au moment où tu as décidé de chercher la vérité. Nous sommes restés comme ça, par terre dans mon petit appartement, pleurant ensemble. Parce que parfois, pour reconstruire, il faut d'abord s'effondrer complètement. Et mon fils venait de toucher le fond. Mais j'allais être là pour l'aider à se relever, parce que c'est ce que font les pères. Ils pardonnent, ils guérissent, ils reconstruisent, même quand ça fait mal, surtout quand ça fait mal. Les jours suivants ont été un tourbillon. David a immédiatement déposé une demande de divorce. Avec les preuves que nous avions, la fausse grossesse, les dettes cachées, les messages avouant la manipulation, l'avocat a dit que ce serait rapide et décisif.
Jessica a essayé de se battre, elle a exigé une compensation financière, elle a menacé de poursuivre pour dommages émotionnels, elle a même inventé que David l'avait maltraité. Mais chaque mensonge s'est effondré face aux preuves. Madame Claudine, fidèle à sa parole, a témoigné contre sa propre fille. C'était déchirant de la voir au tribunal, pleurant en racontant la vérité. Monsieur Armand, en découvrant tout, a fait un effondrement nerveux. Il est resté 4 jours à l'hôpital. Quand il est sorti, il a interdit à Jessica de revenir chez lui. Jessica s'est retrouvée seule, sans maison, sans mari, sans famille. Et bien qu'une partie de moi ressentait de la pitié, une autre partie, la partie qui avait été humiliée et détruite, savait que c'était la justice. Pas la vengeance, la justice, les conséquences naturelles de ses actes. 3 mois après le divorce, David et moi étions assis dans mon appartement, buvant un café. Il avait emménagé dans un petit studio près de son travail. Il était encore plus maigre, mais ses yeux avaient une clarté que je n'avais pas vue depuis des années. « Papa, » dit-il en remuant le sucre dans son café, « j'ai beaucoup réfléchi à tout, à comment on en est arrivé là, et j'ai réalisé quelque chose. » « Mais de quoi ? Je ne me suis pas marié avec Jessica par amour, je me suis marié par peur. Peur de quoi ? D'être seul, de ne pas être assez. Quand maman est morte, j'avais seulement 17 ans. Je t'ai vu travailler jusqu'à l'épuisement pour nous élever. J'ai toujours voulu te montrer que ça en valait la peine, que ton sacrifice en valait la peine. Sa voix s'est brisée. Alors, quand Jessica est apparue, belle, confiante, intéressée par moi, j'ai pensé que c'était ma chance d'avoir la famille parfaite, de te montrer que j'avais réussi. Mais j'ai tout fait de travers, papa, continua-t-il. Au lieu de te protéger, je t'ai blessé. Au lieu d'honorer ton sacrifice, je l'ai piétiné. J'ai trahi tout ce que tu m'as appris pour impressionner quelqu'un qui ne m'a jamais aimé. Des larmes coulaient sur son visage. Comment peux-tu me pardonner ? Comment peux-tu même me regarder après ce que j'ai fait ? Je me suis levé de ma chaise et me suis assis à côté de lui. J'ai pris son visage dans mes mains comme quand il était enfant et faisait des cauchemars. David, écoute attentivement, tout le monde fait des erreurs, tout le monde. L'important n'est pas l'erreur, mais ce que tu fais après. Mais tu as reconnu ton erreur. Tu as demandé pardon. Tu as mis fin à une relation toxique. Tu reconstruis ta vie. Ça demande plus de courage que de ne jamais faire d'erreur. Tu me pardonnes vraiment ? Je te l'ai déjà dit, je t'ai pardonné au moment où tu as eu le courage de chercher la vérité. Nous nous sommes embrassés fort, et j'ai senti quelque chose qui s'était brisé entre nous commencer à guérir. Ce n'était pas complètement guéri. Il y avait encore des cicatrices. Ça faisait encore mal, mais ça guérissait, et c'était suffisant pour le moment. Aujourd'hui, 1 an plus tard, je suis assis dans le jardin de ma maison rue des Acacias. Cette même maison que j'ai failli perdre, que j'ai récupérée, qui est maintenant vraiment à moi à nouveau. J'ai tout refait, peint les murs avec de nouvelles couleurs, mis des plantes à chaque fenêtre. Marine m'a aidé à rénover la cuisine. Georges m'a aidé à arranger le jardin. Et David. David vient tous les dimanches déjeuner avec moi. Parfois, il amène ses frères et sœurs. Parfois, il vient seul, mais il vient toujours, à l'heure, respectueux, affectueux. Un après-midi, nous étions tous les 4 dans le jardin, moi, David, Marine et Georges, buvant du jus de citron à l'ombre du cerisier que j'avais planté il y a des années. « Vous savez quel jour on est ?» ai-je demandé. « Quel jour ?» demanda Marine. Il y a exactement 1 an, je suis rentré de l'enterrement d'oncle Sébastien et j'ai trouvé mes affaires dans le jardin. Un silence inconfortable est tombé. « Papa ?» commença David. « Non !» l'ai-je interrompu avec un sourire. « Je ne dis pas ça pour te faire sentir mal. Je le dis parce qu'il y a 1 an, je pensais avoir tout perdu. Ma maison, ma dignité, ma famille, mon fils. J'ai regardé les 3. Mais ce qui s'est vraiment passé, c'est que j'ai perdu les illusions, les mensonges, les fausses relations. Et quand tout ça est parti, j'ai découvert ce qui compte vraiment. »« Quoi ?» demanda Georges. « Vous, ceux qui sont restés, ceux qui se sont battus pour moi, ceux qui m'ont montré que la famille n'est pas parfaite,
mais peut-être réelle. David a discrètement essuyé ses yeux. J'ai aussi découvert quelque chose sur moi-même, ai-je continué. J'ai découvert que je pouvais être fort, que je pouvais mettre des limites, que je pouvais exiger le respect sans me sentir coupable, que je n'avais pas besoin d'accepter des miettes d'amour. « Tu nous as appris une leçon à tous, papa », dit Marine. « Parfois, le plus grand amour est celui qui dit « ça suffit ». Exactement. Nous avons trinqué avec nos verres de jus, et nous avons ri. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que tout était à sa place. Cette nuit-là, quand mes enfants sont partis et que je suis resté seul, je suis sorti dans le jardin une fois de plus. J'ai regardé les étoiles, le même ciel que j'avais regardé il y a 1 an quand je pensais que ma vie était finie. Mais elle n'était pas finie. Elle avait recommencé. J'étais tombé, j'avais été brisé, j'avais touché le fond. Mais je m'étais relevé et j'avais appris la leçon la plus importante de toutes, que la dignité ne se donne pas, elle se défend, que le respect ne se mendie pas, il s'exige, que le vrai amour n'humilie pas, il élève et qu'il n'est jamais trop tard pour nettoyer sa vie de tout ce qui ne vous sert pas, même si cela signifie être seul pendant un moment. Parce qu'être seul avec sa dignité intacte vaut mieux qu'être accompagné dans l'humiliation. J'ai souri en regardant les étoiles. « Merci, Sébastien », ai-je murmuré en pensant à mon frère. « Merci de m'avoir appris que la vie est courte et qu'elle ne doit pas être gaspillée avec des gens qui ne nous valorisent pas. » Le vent a soufflé doucement, balançant le cerisier. Et je jure que j'ai senti la réponse de mon frère dans ce vent. « De rien, frérot, maintenant vis, vis vraiment. » Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai vécu avec dignité, avec paix, avec amour propre, et avec la certitude que j'avais gagné la bataille la plus importante de toutes. La bataille pour ma propre âme. Si cette histoire a touché votre cœur, c'est parce que quelque chose en elle a résonné avec vous. Peut-être que vous aussi avez été humilié par quelqu'un qui devrait vous aimer. Peut-être que vous aussi vous êtes senti sans valeur. Que vous deviez accepter les miettes, laissez-moi vous dire quelque chose du fond de mon âme. Vous avez de la valeur, vous avez toujours eu de la valeur, et vous méritez le respect. Peu importe votre âge, peu importe si vous êtes père, grand-père, fils ou frère, peu importe combien de fois on vous a fait sentir petit, vous avez droit à votre dignité, à votre espace, à votre paix, à votre bonheur. Et si quelqu'un, n'importe qui, vous fait sentir moins que ce que vous êtes, alors il est temps de faire du tri, de dire « ça suffit », de mettre des limites, d'exiger le respect, de vous défendre, parce que la vie est trop courte pour vivre à genoux, et il n'est jamais, jamais trop tard pour se relever. Je l'ai fait à 57 ans. Vous pouvez le faire aussi. Si cette histoire a touché votre cœur, laissez un commentaire en me disant d'où vous regardez. France, Belgique, Suisse, Canada. J'adorerais savoir que ces mots vous sont parvenus. Mettez un like si vous croyez que la dignité n'a pas de prix. Et abonnez-vous à la chaîne Les Conseils de Papy pour plus d'histoires d'hommes et de femmes courageux qui ont décidé de ne pas abandonner. Parce que nous avons tous un guerrier à l'intérieur qui attend de se réveiller. All the loot. Yeah, it's everywhere. Oh my god. Oh Oh, shit. that's a big dude. Yep. Are we meant to fight him? Probably not. Okay. We might be going to Dead Island, I don't really know yet. Any 20k damage broomsticks in the chat? You've become such a big troll.
What does that even mean? That's why I'm just like, She's saying random numbers because people keep coming into the chat and saying, I have a 70k weapon, I have a 10k weapon, I have a this k weapon. She's never played this game, I don't think. no. I think it's the other one. Unless it's... No, what the fuck? Oh, look. Search the container. Holy shit, he just destroyed me. Oh, fuck you. Well, me too. Is that about the large volatile thing? Let's just watch it. Do you see the video link? Yeah. Just click it. Have a look. Oh, this might have been later in the quest, maybe. Because we didn't see any of this. Actually, yeah, don't watch any more of it. Okay. I think that might be later in the quest. Shall I buy Dying Light or Part 2? Both, man. They're both very good games. Very, very good games. Welcome to the stream, by the way, dude. Hmm? This dude hit me. They're both definitely as good as each other. Well, kind of. I feel like this one has a lot of better aspects, and the other one has good ones too. Oh shit. Oh, there it is. Down the bottom. Oh, I'm dead. Gotcha. It's okay. Fucking hell. Those things are fucking annoying. That's what killed me too. Yeah. Great. Nothing. Now we're gonna do the other one. But yeah, definitely play both. They are very much worth playing, man. I promise you. I'm not usually one to recommend $90 price tag games, but Dying Light 2 is worth the price tag. I will say though that it doesn't have an audio bug, that if you're playing with friends, they won't be able to play with you after you finish the game, man. Because the audio is completely broken, they haven't patched it yet, so the only thing I can do is really wait for them to patch that.